Shalom Obracha. Aujourd'hui, on va étudier Bezrat Hashem, la paracha de Bechukotai. La paracha de Bechukotai, la dernière paracha du livre de Vaïkra. Comment elle se termine cette paracha? Alors, vous savez tous, elle se termine par, on va dire, le Ma'amad, par les bénédictions et les malédictions. Am Israël est rassemblé autour de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu les prévient, si vous vous comportez bien, alors les bons et les baleines. Et sinon, d'accord, les fossés et les puits. En gros. D'accord? La paracha est courte, on va dire elle est concentrée. Et à la fin de toutes les malédictions qui peuvent malheureusement s'abattre sur le peuple juif en fonction de chaque juif, nous allons voir les psukim suivants. Perek Kavav, Pasuk Memel. Donc, Perek, chapitre 26, Pasuk 41. Afali Elech Imam Bekel. Et moi aussi, je vais aller avec eux, on va dire de façon nonchalante. Je vais les exporter dans, vers les terres de leurs ennemis. Et à ce moment-là, une fois qu'ils vont être, on va dire, en exil, en France, en Belgique, aux États-Unis et au Nicaragua, à ce moment-là, ils vont se rappeler que quoi? Que c'est pas leur place. Et à ce moment-là, ils vont se dire, mais pourquoi on est là? Pourquoi on a été punis d'être en France? Et ils se disent, on n'est pas chez nous. Alors pourquoi on est là, on n'est pas chez nous? Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons fauté. Bon. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Pasuk 42. Vezacharti et Veriti Yaakov. Et alors là, Kadosh Baruch Hu dit, je me rappelle de l'alliance avec Jacob. Ve'af et Veriti Yitzhak. Et aussi l'alliance avec Isaac. Ve'af et Veriti Abraham. Et aussi l'alliance avec Abraham. Escor, je me rappelais. Ve'aretz Escor, je me rappellerai de la terre d'Eretz Israël. Et après, à ce moment-là, bon, Akadosh Baruch Hu nous promet de ne jamais nous oublier. Bon. Alors, ce passouk-là, je le relis avec vous. Ve'zacharti et Beriti. Donc, je me rappelle la voix de l'alliance. Ve'zacharti et Beriti Yaakov. Ve'af et Beriti Yitzhak. Ve'af et Beriti Abraham. Escor, ve'aretz Escor. Bon. Ce passouk, évidemment, il vous interpelle tout de suite. Pourquoi il vous interpelle? Il est désordonné. A priori, on a dû comment dire? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et voici que la Torah nous dit, je me rappellerai de l'alliance avec Yaakov, avec Yitzhak et avec Abraham. Alors, ce que nous allons essayer de faire dans ce shiur, c'est tout simple. C'est de comprendre pourquoi l'ordre est inversé. Avant de comprendre pourquoi l'ordre est inversé, on va essayer d'abord de comprendre quel est le sens général de cette alliance que nous avons entre les pères et Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, pourquoi nous allons essayer de comprendre pourquoi l'alliance elle est dans l'ordre inversé. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier le Midrash. Le Midrash est très très long sur cette question. Il y a énormément de passages dans le Midrash sur la question. J'ai choisi pour vous 4 petits morceaux. D'accord? Il y en a encore beaucoup. Alors on va commencer ensemble à la ligne 14. Ligne 14 dans le Midrash. Ve'zacharti et Beriti Yaakov. Et je me rappelle de l'alliance avec Yaakov, etc. Adaout Tiftif, c'est ce qui est marqué. Gefen mimitzraim tasiya. Kadosh Baruch Hu, il dit, vous êtes comme une vigne. Vous êtes comme une vigne qui a été exportée en Égypte. Maintenant, regardez comment le Midrash explique. Ma gefen zo hashomer shela omed lema'ala. De la même manière que la vigne, pour la garder, on est au-dessus d'elle. Car Israël hashomer shelem lema'ala. De la même manière, celui qui garde Israël, il est par-dessus eux.
Shenema, Hine le Yadou, le Shan Shomer, Israël. De quoi s'agit-il? La vigne, comme vous le savez, on ne la fait pas pousser en hauteur. Comment on la fait pousser? Plus ou moins à taille de poitrine, si ce n'est pas plus bas. On met des roseaux ou des arbres, et par-dessus, on fait pousser la vigne. Ce qui fait que quand l'agriculteur, il va venir, pardon, le viniculteur, va prendre les raisins, comment il les prend? Il ne les prend pas comme ça. Il les prend plus ou moins à hauteur d'épaule. Et donc, celui qui garde la vigne, comment il la garde? De haut. Et donc, c'est pour nous dire, en fait, puisque le peuple juif est considéré comme une vigne, donc celui qui le garde, il vient d'en haut, c'est-à-dire Akadosh. Bon. Ensuite, maintenant, comme on l'a dit, la vigne, comment on la fait pousser? Alors, on fait donc on prend des arbres, on va dire déjà coupés, on fait de ça une sorte de tresse, et par-dessus on donne à la vigne à s'expanser. Non, les arbres eux-mêmes sur lesquels on fait pousser la vigne, comment ils sont? Sont secs. Mais la vigne elle-même, elle est vivante. Car Israël, c'est la même chose à Israël, ils se reposent sur le mérite de leur père. Afalpi, Shem et Shani, bien qu'ils sont vieux, qui dorment, Ada Odirtiv, les Acharté et Beriti Yaakov, je me rappelle de l'alliance avec Yaakov. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Donc, je répète, je vais dire dans mes mots le Midrash. Le Midrash nous dit, c'est quoi cette histoire-là de se rappeler de l'alliance de nos pères? Ben, c'est comme une vigne. Une vigne, elle se repose sur des arbres morts. Le peuple juif se repose sur des arbres morts. C'est-à-dire, c'est qui les arbres morts? Les pères. Qu'est-ce que le Midrash est venu nous raconter? Les ancêtres ne meurent pas. Ça dépend chez qui, dans quel. Hein? Yaakov Avinu, il n'est pas mort. La Gemara nous dit qu'il n'est pas mort parce que ses descendants sont vivants. C'est-à-dire que toutes les bonnes actions qu'on fait, toutes graves, on va dire qu'on sait avoir une grave, on le fait sur la base que nos pères ont posée. Sur la base que nos pères ont posée. Il y a fait. J'ai une question à vous poser. La vigne, c'est quoi comme arbre? C'est un arbre de valeur? Ouais. Ah, mais il est faible dans lui-même. C'est un arbre faible. Mais ses fruits, ce sont les fruits les plus chers. D'accord? On n'a jamais vu quelqu'un qui vend un jus de fruits à 200 €. Mais une bouteille de vin, ça se vend à 200 €. Tu peux le trouver même plus cher. C'est-à-dire que le fruit le plus cher qu'on peut trouver sur Terre, c'est quoi? Le raisin, la vigne. Mais paradoxalement, ce fruit-là qui est tellement cher, comment il pousse? Il est incapable de se tenir par lui-même. Tu prends un pommier, il se tient tout seul. Il y a des racines, il y a un bon tronc, tout va bien. Tous les fruits, c'est la même chose. Il n'y a qu'un seul fruit, et paradoxalement, le plus cher, lui, ce fruit-là, comment il fait pour tenir? Eh bien, il a besoin d'être soutenu. Et on nous dit, tu sais à quel fruit le peuple juif il est comparé? À la vigne. Alors, d'un côté, ça veut dire quoi? Le peuple juif, qu'est-ce qu'il a de spécial? Il a quelque chose de spécial à donner. D'accord? Il a quelque chose de spécial à donner. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que ça veut nous dire sur le peuple juif? Il est faible. Il est faible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que finalement, ce peuple juif en lui-même, si tu regardes maintenant notre génération, alors qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de cause s'enorgueillir. D'accord? Il n'y a pas de cause s'enorgueillir. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? On vient jamais sur quoi? On s'appuie jamais sur quoi? Sur notre propre mérite. On vient dire, non, on vient et on s'appuie sur quoi? Sur le mérite de nos pères. Donc en fait, on va dire que la vigne, c'est exactement le symbole que les choses de valeur, ce sont des choses qui ne peuvent pousser, on va dire, que dans l'humilité. La vigne, pour donner son fruit, elle doit être humble, à savoir, se dire, je ne peux pas me reposer sur ma propre force. Je n'ai pas suffisamment de force par moi-même, je dois m'appuyer sur la force de quelqu'un d'autre, à savoir, la force de nos pères. Qu'est-ce que ça vient nous dire à nous-mêmes? Le peuple juif est en galoute. D'accord? Il se retrouve, on a dit, dispersé dans toute la diaspora. Et Akadosh Baruch Hu leur dit, vous savez, je n'ai pas oublié la mérite de vos pères. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas grâce à nous, c'est grâce au mérite de nos pères.
Exactement. C'est-à-dire que finalement, on va souffrir, on va trimer, on va être en diaspora, etc. Et finalement, qu'est-ce qui va nous sauver? Pas de nous. Non. À vous, ça ne revient pas. Bon, vous avez de la chance, vous avez vos pères. Et alors là, le juif, quand il dit ça, qu'est-ce qu'il est censé ressentir? La fierté par rapport à ses pères, c'est vrai. Mais aussi, à savoir aussi, on va dire, l'humilité. Que nous, par nous-mêmes, nous ne sommes pas des gens capables. Par nous-mêmes, nous avons besoin de nous appuyer sur ceux qui nous ont précédés. À un moment ou à un autre, nous devons, quand nous regardons en arrière, nous remplir d'humilité. Pourquoi? Parce que finalement, quand on regarde en arrière, on voit finalement que... je vais vous raconter une petite histoire, un peu pour témoigner d'ici. Une histoire. J'avais une grand-mère, Zichronah Libracha, la femme de mon grand-père. La femme de mon grand-père. Donc c'est une femme, donc, on va dire, il y a 2 générations. D'accord? Elle était vraiment âgée. Et quand je la regardais prier, je j'étais toujours épaté. Pourquoi j'étais épaté? C'est une femme, elle ne sait pas lire. Mais comment elle priait? Elle vient à côté de la mezouza. Elle regarde la mezouza, elle commence à prier. Mais quand elle prie, elle, à côté de la mezouza, quand elle ne sait pas lire, comment elle prie? Elle pleure. Tous les jours, elle pleure. Elle pleure, elle dit que Borou protège mes enfants, protège mes petits-enfants, donne un bracha au peuple juif dans ta terre. Et tu l'écoutes et tu te dis, mais comment il fait pour prier comme ça? Et quand tu vois ça, tu te dis, vraiment, nous, avec tout ce qu'on étudie, tout ce qu'on apprend, tout ça, on n'arrive pas à ce degré de piété, à ce degré d'humilité. Qu'est-ce qu'elle a une femme comme ça? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle ressent qu'en elle-même, elle n'est rien. Tout c'est vers Akadosh Baruch Hu. Nous, finalement, on doit comprendre ça quand on regarde notre histoire. C'est-à-dire, finalement, de par nous-mêmes, nous n'avons pas de mérite. Nous devons obligatoirement nous reposer sur le mérite de nous. Bon, c'est un point, on va dire, introductif pour rentrer dans la question. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ligne 6. Vezacharti et Beriti Yaakov. Alors, l'objectif, c'est ce qui est marqué. Ligne 9. Ligne 9. Bechol makom, umagdim kvod av, lichvod em. ובמקום אחד הוא אומר איש אמו אוהב תיראו ומלמד ששניהם שקולים. זה כזה. Dans tous les endroits, il y a écrit Kabed et Avicha et Timecha. Mais il y a marqué un endroit Ish, Imo, Ve'aviv Tirao. Alors, c'est le père en premier ou la mère en premier? Kabed et Avicha, le père est en premier. Et il y a un moment où la mère elle est en premier. Ish, Imo, Ve'aviv, Ish, Imo, Ve'aviv Tirao. La mère elle est en première. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut respecter le père et la mère. C'est-à-dire que si la Torah a changé l'ordre à un moment ou à un autre, c'est pour nous dire que finalement, le respect, il est dû au père et à la mère. Il y a aussi d'autres halachot qu'on apprend, mais c'est ce que le Midrash nous dit. Alors maintenant, il nous dit la chose suivante. Ligne 11. Bechol makom. Magdim Avraham le'avot. Dans tous les endroits de la Torah, c'est qui le premier dans la liste? Avraham. Et là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Yaakov. Yaakov, c'est le premier. Pourquoi? Mais la mettre, c'est pour te dire que les trois, ils sont équivalents. Vous avez compris? Donc, pour nous dire que Abraham, Isaac et Yaakov, eh bien, les trois, ils ont du mérite. Qu'est-ce qu'elle a fait ici, la Torah? Elle les a inversés. D'accord? Très bien. Pourquoi ici? D'accord, c'est important de nous dire que oui aussi, Yaakov il est bien aussi, et Yitzhak il est bien, ils sont tous très bien. Très bien, ils sont tous très beaux, très gentils. Très bien. Mais pourquoi c'est marqué ici comme ça? Pourquoi pas autre part? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous les mêmes? Ils sont tous les mêmes? Abraham, il ressemble à Yitzhak, il ressemble à Yaakov? Ils ne sont pas du tout les mêmes. C'est dans l'alliance, c'est les mêmes mérites. C'est la même alliance. C'est une alliance qui a le même poids.
C'est une bonne question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait 3 alliances et pas une seule? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait 3 alliances? C'est pas une seule. S'il a fait l'alliance avec Abraham et ses descendants, alors Yitzhak et Yaakov, c'est les descendants d'Abraham. C'est la même. Si Abraham et ses descendants, Il n'a pas renouvelé. C'est pas. si Abraham et ses descendants, c'est pas tous ses descendants. C'est tous ses descendants, en effet. Alors que si à chaque fois on précise, il y a les descendants d'Abraham, puis les descendants d'Israël, puis les descendants de Jacob. D'accord. C'est-à-dire, Alors on ne peut faire que la bride avec Yaakov. Par exemple. D'autant plus, je vous lis avec vous. Regardez comment c'est marqué dans la Torah. Vezacharti et vérité. Vezacharti et vérité. C'est comme ça que ça doit être marqué. Comment on aurait pu marquer en hébreu tout simple. Vezacharti et vérité. Yaakov, Yitzhak, Abraham. Et j'ai fait je me rappelle l'alliance avec Yaakov, Yitzhak et Abraham. Mais là, attends, l'alliance avec Yaakov, et l'alliance avec Yitzhak, et l'alliance avec Abraham. Ça veut dire c'est une alliance qui n'est pas la même. Ah, c'est pas la différence. Oh, c'est des nouvelles facettes de l'alliance. En effet, il a fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors maintenant, on nous dit là, regardez. Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pas le même type de quoi? C'est quoi une alliance? Promesse. Un lien. Un lien. D'accord? L'alliance, c'est du bon lien. En fait, c'est un lien qui s'établit entre Akadosh Baruch Hu et Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les mêmes. Tu vois Abraham, tu vois Yitzhak, tu dis c'est la même chose? Pas du tout. Abraham, c'est quoi? Quand on voit l'histoire d'Abraham, c'est quoi? C'est quel type de juif? Dieu. Surtout pieux. On va dire qu'est-ce qui caractérise Abraham? Chesed, d'accord? Abraham, c'est le chesed. C'est quoi le chesed? C'est quoi le chesed? La bonté. D'accord? La bonté, la charité. Yitzhak. Comment on peut caractériser Yitzhak? Vous avez raison. Ça, c'est ses qualités de cœur. Mais la manière de se comporter, j'aurais préféré. On va dire qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il. On va voir dans une seconde. Yaakov. Yaakov, c'est Torah. D'accord? C'est vrai. Yaakov, c'est Torah. Et c'est quoi Yitzhak? Yitzhak, c'est Tfila. D'accord? Celui qui est marqué véritablement, explicitement dans la Torah qu'il a pris, c'est Yaakov. Abraham et Yitzhak, c'est Yitzhak. Abraham et Yaakov, on apprend aussi qu'ils ont pris, mais c'est pas explicite dans la Torah. D'accord? Mais sur Yitzhak, qu'est-ce qu'il y a marqué? Yitzhak, il est sorti prier. Maintenant, pourquoi Yitzhak c'est la prière? Quel rapport avec sa personnalité? Yitzhak c'est quoi? C'est celui qui a été mis sur le sacrifice. D'accord? On va dire Yitzhak c'est l'introspection. Yitzhak c'est la personne qui est un peu, comme ça s'appelle, renfermée sur elle-même et qui est liée avec Akadosh Baruch Hu. C'est la tefila. Abraham c'est qui? L'universel. Comment c'est quoi sa vida? Le chesed. Et Yaakov c'est qui? Yaakov c'est véritablement le fondateur du peuple juif qui nous montre que c'est la Torah. Yaakov, 14 ans chez Shem et Ever, on a étudié ça au début de l'année. Bon. Torah, Tfila, Chesed. Donc pourquoi Kadosh Baruch Hu il renouvelle son alliance avec Yitzhak et avec Yaakov et avec Abraham? Pour nous dire en fait que quoi? Pour chaque catégorie de personnes. On peut apprendre des trois, c'est vrai, et aussi autre chose, pas que apprendre des trois. Pour qu'il y ait une alliance pour celui qui est plus dans la Torah, pour celui qui est plus dans la Tfila, pour celui qui est plus dans la... Il a fait qu'il y a une alliance Torah, une alliance Tfila, une alliance Chesed, et donc par rapport à nous. Il n'y a pas de plus important. Oh, il n'y a pas de plus important. Le Midrash il nous dit, ici la Torah elle vient te dire que si on a renversé l'ordre, c'est pour te dire que quoi? Que les trois alliances elles sont équivalentes. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, au jour d'aujourd'hui? Il y a un juif, d'accord? Tu le mets au Beth Midrash, extraordinaire. Il s'épanouit. Alors, toute sa vie, lui, il a envie, comment il travaille, comment il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu de façon la plus forte? En étudiant. Mais un juif, lui, quand il étudie, c'est bien. Il a besoin aussi d'étudier.
Mais c'est pas là-bas qu'il sent son épanouissement avec son lien avec Akadosh Baruch Hu. Où c'est qu'il le sent? Dans la tefila. Et il y a un autre, où c'est qu'il le sent? Quand il fait la chesed et quand il fait la tzedaka. Est-ce que ce juif-là, il est meilleur que celui-là? Est-ce que celui-là, il est moins lié à Akadosh Baruch Hu que celui-là? Réponse, non. Les trois alliances sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a sur ces trois points une alliance avec Akadosh Baruch Hu. Un juif, chacun d'entre nous, c'est embêtant parce que c'est-à-dire qu'on n'a pas où s'enfuir. Chaque juif, chacun d'entre nous, il a un point dans lequel il peut exceller. Il y a celui qui va exceller dans la Torah. Il y a celui qui va exceller dans la Tefila. Il y a celui qui va exceller dans le Chesed. Mais chacun d'entre nous doit choisir le point où c'est qu'il peut exceller. Parce que chacun d'entre nous, finalement, il doit créer sa propre alliance avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a pris une alliance avec Yitzhak, malgré qu'il l'a fait avec Abraham, parce que Yitzhak, c'est pas Abraham. C'est le fils d'Abraham, c'est pas Abraham. C'est sa continuation, mais de la différence. Abraham, Yitzhak, il prie. C'est pas la mida de Abraham. Chacun d'entre nous, Rabotai, il a ses propres qualités. Et on doit se connaître, on doit respecter ses propres qualités, les apprécier, et aussi après les développer. Alors, je regarde mon copain, lui, quand il s'assoit, il comprend tout, c'est extraordinaire, etc. D'accord, très bien. Moi aussi, je vais essayer, je vais faire des efforts. Finalement, dans la vie au jour le jour, je peux par exemple être quelqu'un qui fait beaucoup de chesed. J'arrive pas à étudier comme il faut, comme mon copain. Mais moi, par exemple, je peux être bénévole dans une organisation qui va faire du bien. Je ne peux pas donner un cours de Torah, mais je peux organiser un cours. C'est du chesed. Alors, je vais dire à mon copain, toi tu donnes le cours parce que toi tu arrives à bien étudier. Moi, je m'occupe d'organiser. Et qu'est-ce qui se passe? Chaque juif, quand il donne sa petite part à lui, chaque juif, quand il donne sa pierre à l'édifice. Sa pierre à l'édifice, finalement on avait un grand édifice. Vous savez, par exemple, je vais raconter une histoire. Vous savez d'où ça a commencé l'enregistrement des cours? Tout simplement. Je donnais cours dans un bête qui s'appelle Shemesh U'Maged. Un jour, j'ai dit à des élèves, des prières, pas des élèves, des gens qui priaient, je lui ai dit, ça vous dit que je donne cours sur Dafyomi? Bon, on dit oui. Bon, 3 personnes se ramènent, je commence à donner cours. Premier jour, deuxième jour. Troisième jour, il y en a un qui vient, il dit, t'en fait qu'on te filme? Je lui file. Il file. 5-6 jours après, il vient, il dit, bon, j'ai ouvert un site internet. Je lui dis, c'est pas vrai. Comment tu ouvres un site internet? Il m'a dit, ouais, c'est tout ça, mais bon. Il commence, il me montre, voilà, regarde, ça marche, et je fais tout, je fais gratuit, etc. Je dis, c'est pas possible. Alors comment tu fais ça? Il m'a expliqué. Grâce à lui, après moi j'ai commencé à filmer. Regardez. Et jusqu'à aujourd'hui, ce juif-là, il s'occupe de propager les chouroups de Dafyomi, etc., etc. Regardez, c'est pas moi, je n'aurais jamais pensé à cette idée. C'est qui a fait cette idée-là, de propager la Torah? C'est lui. C'est qui a plus de mérite, lui ou moi? On est 50-50. Moi je donne le cours, lui il propage. D'accord? Mais je donne le cours, il ne propage pas. Alors c'est bien, je donne le cours à 3, à 4, bon, 15, 20. Grâce à lui, c'est plus 20. C'est 40, c'est 60, c'est 200. Alors, c'est qui le srout? C'est qui a le mérite? C'est la Torah. Eh bien, lui, voilà, moi j'ai fait la Torah. Lui, il a fait le chesed. Et il y a celui qui va faire la tefila. Il a prié de tout son cœur. Quand je disais, j'avais un ami, quand j'étais un jour à l'aide, la vérité n'était pas très sérieux. J'arrivais, il s'essayait, il faisait, je ne comprends pas ce qu'il fait. Et un jour, j'ai eu le choc. Le choc. J'ai pris un, qu'on s'appelle j'étais à Yerushalayim, je prends une voiture, enfin je prends un tram, un autostop. À l'époque, on prenait les autostops, il n'y avait pas de bus. Alors, ça fait 20 ans. Alors, je prends un autostop, et qui c'est qui monte à côté de moi? Ce cher garçon. Ce cher garçon, il sort un livre. Et je vois un livre qui s'appelle Noir. Noir. C'était quoi le livre? C'était tout un Nessia, tout le. Je vois que c'est comme ça qu'il connaît tout par cœur. Les livres. Moi, je suis là, regarde-moi. C'est quoi ce juif là? Tu vois un juif, j'ai l'impression, il n'est pas très sérieux, il n'arrive pas à étudier. C'est pas qu'il n'est pas très sérieux, il est très sérieux. Seulement, étudier la Gemara, ça ne lui passe pas. Mais lui, qu'est-ce qui lui passe? T'es dit. Tu lui dis, tu peux faire la tefila,
Tu dis, ouais, je fais 5 livres. Moi, je fais 1 livre, je peux plus, c'est là. Donne-moi une page de Gemara, d'accord? Et lui, il peut lire tous ses pertés, livres d'un bout à l'autre sans s'arrêter. C'est quoi ça? C'est notre fille. Alors, quand il faut demander de bracha, pas demander à moi, il faut lui demander à lui. Lui, il va prier de tout son cœur, il va faire tous ses pertés, les livres, ça vaut le coup, d'accord? Alors, c'est quoi en fait? Chaque juif, il a quoi? Il a où exceller. Il y a celui qui va travailler sur la Torah, il y a celui qui va travailler sur la Mida de Chesed, celui qui va travailler sur la Tfila, mais chacun d'entre nous doit trouver où c'est qu'il va donner sa pierre. Oui. On doit plus s'efforcer à faire les trois en même temps. En vrai. Évidemment qu'on doit travailler sur les 3 domaines à la fois. C'est évident qu'Abraham aussi c'était un homme de Torah, et c'était aussi un homme de prière. Et même chose, Yitzhak, et même chose, Yaakov. Seulement, évidemment, comme on l'a dit, chacun il cherche le point où il va essayer de se surpasser, il va faire un maximum d'efforts pour y réussir. Je vais vous raconter une histoire. Regardez ce que c'est faire un effort. Un effort. C'est extraordinaire. J'ai entendu parler de l'organisation Arachim. Arachim, c'est l'organisme en Israël qui s'occupe de propager la Torah à des gens qui ne sont pas pratiquants. Bon. Alors, il y a un jour un juif qui appelle un Rav. Il lui dit, Rav, j'ai fait du beau travail, j'ai réussi à vous organiser un groupe de jeunes qui veulent écouter un cours de Torah. Ah, c'est gentil, très bien. Bon, et j'habite à Yerushalayim. Et où c'est cette histoire? Ouais, dans le sud. Où dans le sud? Au sud de Yerouham. C'est le vrai sud, quoi, en plein sud. Il dit, bon, d'accord, et tu viens avec moi? Non, Rav, moi je suis en vacances là avec ma femme et mes enfants. Je viens de sauter de la piscine. C'était vraiment, j'ai fait un gros effort sur sauter de la piscine pour vous prévenir qu'ils acceptent d'écouter un cours. Alors, ben Slacha, Rav. Et bon, et on paye quelque chose pour. Ah non, Rav, les Shem Shamaï, c'est pour faire. Bon, d'accord. Et comment je fais pour y arriver? Vous prenez un bus de Yerushalayim jusqu'à Beersheba, ensuite un autre bus de Beersheba jusqu'à Yerouham. À Yerouham, vous sortez de la ville, il y a un endroit qui s'appelle la plaine des cactus, vous attendez là-bas, à 1h30 demain, la Jeep va bien vous chercher, elle vous amène dans le désert, à l'endroit où les jeunes ils se trouvent pour écouter le chiot. Ah, il y a la Jeep quand même. Alors, à ce moment-là, le Rav, il a envie de dire, mais dis-moi, mais pour qui tu me prends? Bon, ce Rav-là, sa femme était malade, il a dit, tu sais quoi, des fois il faut faire des efforts. Moi, mon domaine, c'est quoi? Le domaine de la Torah. On me demande de faire un effort pour enseigner, je vais enseigner. Bon, il prend le bus pour arriver à Beersheba, pour arriver à Yerouham, il sort de Yerouham, il arrive à la vallée des cactus. Il est 1h30, l'heure à laquelle on est censé venir le prendre. Ouais, il fait chaud à la vallée des cactus, et en plus, au sud de Yerouham. Il attend. Un quart d'heure qui passe. Un deuxième quart d'heure. Un troisième quart d'heure. Alors, il appelle le bonhomme, le sérieux, comme ça, celui qui lui a donné la mitzvah, hein, et il appelle, et il tombe sur quoi? Le répondeur. Bonjour, je suis en vacances. Si vous êtes invité à laisser un message. Bon, il a compris, il est cuit, quoi. C'est chaud. Il attend encore un quart d'heure, et encore un quart d'heure. Arrive 2h30, pas moins que 2h30. Il se dit, bon, ça fait 1 heure que j'attends, j'ai pas le choix, maintenant je retourne. Et à un moment-là, il voit à l'horizon comme ça, une Jeep qui se rapproche. Bon. Arrive quelqu'un dans une Jeep comme ça, lui dit, c'est vous le Rav? Oui, c'est moi. Excusez-moi un tout petit retard, je vous prends tout de suite. Petit retard, 1 heure dans cette chaleur. Bon. Il le prend sur la route, il dit, écoute, je vous préviens, on va voyager, on arrive à un endroit, je vous dépose et je vous expliquerai quoi faire après. Ah bon? Bon. Alors, il voyage. Il rentre en plein désert, il fait chaud, il prend l'idée comme ça. Bon, à un moment, il arrive devant une montagne. Et il dit, là, on ne peut plus continuer, parce que c'est trop rude. Bon, vous montez la montagne, vous descendez, sur le deuxième versant, vous verrez au loin, il y a un campement. 5 minutes. Le Rav, il se dit, oui, 5 minutes, j'ai compris, toi, un petit retard de... j'ai compris des 5 minutes. Ça prend une demi-heure, en effet. Le Rav, il commence, il monte, il descend. Au bout d'une demi-heure, il arrive devant un campement. Il est 3 heures. 3 heures, retenez l'heure. 3 heures. À l'entrée du campement, il y a un chômeur. On s'appelle un gardien. Alors le gardien, il dit, qu'est-ce que vous faites là? Je suis Rav, je donne des cours. Vous devez donner des cours, vous rêvez, vous êtes trompé d'adresse. Ici, il n'y a personne qui veut recevoir des cours. Je vous dis, je viens de Beersheba, je viens de Yerushalayim. Si tu veux me tirer dedans, tire-moi dedans. Moi, je donne cours.
Alors le chômeur, il dit, bon, d'accord, bon, rentrez une seconde, j'appelle le responsable. Il appelle le responsable, il dit, dites-moi, vous êtes un rigolo, on vous a dit à 1h30 d'être ici. Il est 3h, il dit, mais c'est pas ma faute, c'est la Jeep, arrêtez avec votre Jeep. Qu'est-ce que ça veut dire? 1h30, c'est 1h30. Déjà, vous nous avez saoulés pour qu'on accepte de recevoir un cours. Il nous a cassé la tête, l'autre bonhomme, là. En plus, vous venez avec 1h30 de retard. Alors, on avait dit un peu plus vite, je vous en prie. Mais je donne les cours, oui. C'est quoi? Ouais, d'accord. Ils dorment tous, les jeunes, là. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont vous écouter? Bon, je suis prêt à vous faire un geste. Je vais les sortir, mais je vous préviens. 10 minutes, hein. 10 minutes. Bon, il entend au loin comme ça s'appelle le responsable, il tire des sacs de couchage. Ah non, dormez et tout. Non, Manu, arrête de nous réveiller. Bon, et voilà que Manu a bien fait son travail et bon, au bout de quelques minutes, ils sortent tous comme ça, ils s'affalent sur les chaises. Et bon, alors il en parle 10 minutes. Comment ça s'appelle, la signification de la vie, etc. Pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Bon, on ronfle tous, hein, c'est pas que. Bon, au bout de 10 minutes, le responsable dit bon, ça y est, c'est terminé maintenant, hein. Bon, alors on rentre à la maison. Bon, on s'est cliqué cette blague. Et il retourne sur ses pas. À la sortie, le chômeur là, on appelle le chômeur, le gardien, je dis, je peux vous parler une seconde? De côté. En de côté, il lui montre, comme ça s'appelle au zénith, il lui montre deux montagnes. Vous voyez, il y a deux montagnes là-bas. Ouais, oui, je vois. Vous voyez, au milieu, plus ou moins, il y a un trou comme ça. Un trou, une tache noire. Et oui, je vois. Il dit, c'est une grotte. Oui, regardez. Il dit, à l'origine, j'avais fixé aujourd'hui me suicider. Et j'avais fixé pour l'heure du suicide 3 heures. Parce que ça fait longtemps que j'ai pu trouver aucun goût à la vie. Mais à 3 heures, vous savez qui c'est qui m'a empêché de me suicider? Ah ben moi je suis arrivé à 3 heures. Vous voyez? Vous m'avez empêché de me suicider. Et vous savez, les jeunes, ils n'ont pas écouté ce que vous avez dit dans la sira, enfin dans le petit discours. Oui, je m'en suis rendu compte. Mais moi j'ai écouté. Moi j'ai écouté et vous m'avez redonné envie de vivre. C'est une histoire vraie. Elle s'est passée avec le Rav Moshe Kenan, qui habite à Ramoth aujourd'hui. D'accord? Celui qui a raconté l'histoire, c'est qui? Le chômeur. C'est le chômeur qui a raconté. Alors, ce Rav, c'est quoi qu'il a fait pour cette étude de la Torah? Il a fait il a fait le jour précédent, etc. Bon, il a fait quoi? C'est le domaine dans lequel il travaille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il le fait jusqu'au bout. Jusqu'au bout. J'ai une fois entendu un rave sur un juif, une histoire extraordinaire. C'est une autre histoire, Alors, il est décédé, c'est un juif qui est décédé, il est décédé dans un attentat. Ils ont raconté après son décès que c'est un rave, il avait l'habitude, on lui donnait de donner un cours pour une personne, dans un endroit éloigné, il prenait sa voiture, il allait donner des cours pour une personne. Un jour, quelqu'un lui pose la question, dis-moi, tu vas où dans ce échoué là-bas? Pour combien de personnes tu vas? Il dit, une personne. Une? Pas deux, pas trois? Une? Il dit oui, une. Il dit, mais ça vaut pas le coup. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, dis-moi, quand on appelle une ambulance, est-ce qu'il demande est-ce qu'il y a 2 ou 3 personnes à me blesser ou bien est-ce que ça suffit une? Elle dit, un rave, c'est comme un médecin ambulance. Même s'il y a un blessé, il vient. D'accord? Alors, c'est ça, hein, la Torah. C'est ça, c'est ça de fila. Chacun d'entre nous, l'amida dans laquelle il a travaillé dessus, on doit exceller partout. Mais il y a le domaine dans lequel on doit faire, on doit mettre le couche. D'où on apprend ça, mais à partir de vérité, il y a encore une vérité, ça, une vérité rare. Il y a plusieurs manières de servir à Kadosh Baruch Hu, et toutes les manières de servir à Kadosh Baruch Hu, elles sont toutes appréciées devant Akadosh Baruch Hu. Nous passons au prochain Midrash. Ligne 28. Ligne 28.
Berachia. Vous avez Rabbi Berachia? Rabbi Berachia ve Rabbi Lévi, Beshem Rav Shmuel bar Nachman. Rabbi Berachia a dit au nom de Rabbi Lévi. Amar. Avraham lo nitzol mikivshan haesh, ela b'zchut Yaakov. Sachez, Abraham n'a été sauvé de la fournaise ardente que par le mérite de Yaakov. Machal, à quoi ça ressemble? Les Chach, il y en a un qui a été jugé devant le roi qui doit être mis à mort. Mais il s'arrête. Et il a été jugé à être mis à mort par à être brûlé. Maintenant, le roi, avant de mettre à mort, il appelle son astrologue et lui dit regarde un peu qu'est-ce qui va se passer avec ce bonhomme. Il a vu qu'est-ce qu'il voit dans sa boule cristal. Il dit ah, je vois une jolie fille. Ah, elle a une couronne sur la tête. Ah, mais c'est votre femme. J'ai initié de la mène, elle va se marier avec le roi. Alors qu'est-ce qu'il fait le roi à ce moment-là tout de suite? Bon, j'annule le verdict. Pourquoi il a annulé le verdict? Pour la fille. Donc c'est qui a sauvé le père? La fille. Car Abraham, il fait Nimrod, il s'arrête. Abraham, il devait être brûlé par Nimrod. C'était ça le verdict. C'est vrai que Kadosh Baruch Hu, Yaakov a fait la tête humaine, ou Yaakov, Kadosh Baruch Hu l'a vu que Yaakov, il est censé sortir de lui. Amar, Kedal, ou les Nazel, les Srout Yaakov. Alors lui, il va être sauvé par le Srout de Yaakov. C'est bizarre parce que dans ce cas-là, ça va amener un petit peu le libre arbitre, non? Hein? Ça amener un petit peu le libre arbitre dans ce cas-là. Alors, on va réfléchir. Qu'est-ce que le Midrash vient expliquer comme question là? Pourquoi ils sont à l'envers? D'accord? Quelle est la réponse? Abraham, c'est du Srout de Yaakov. Que Abraham, il est. C'est bien vrai qu'Abraham, il n'y a pas son propre mérite. Oubliez les questions que vous avez. Vous avez plein de questions, elles sont tout à fait légitimes. Je pense d'abord comprendre la réponse du Midrash. La réponse du Midrash, c'est quoi? C'est Yaakov, il va leur Ce que véritablement, le plus important, c'est qui? C'est Yaakov. D'accord? Le plus important, c'est Yaakov. Alors le Midrash, on raconte une histoire, etc. Mais l'idée générale du Midrash, c'est de nous dire en fait que quoi? Que, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, le plus important dans l'alliance avec nos pères, c'est qui? C'est Yaakov. Maintenant, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi le plus important dans l'alliance avec nos pères, c'est Yaakov? Parce que s'il y avait Yaakov, les deux d'Amois, ça ne servait à rien. Oh, réponse. Sans Yaakov, Abraham et Yitzhak, ils ne seraient pas devenus nos pères. Il veut dire l'inverse, là. Oui, comment tu peux dire l'inverse? Sans Yitzhak, il aurait pas eu plus. Sans Yitzhak, il n'aurait pas eu Abraham. C'est vrai. Il aurait pas eu Yaakov. Non plus. Ça, tu as raison. Mais dans l'alliance, tu as raison, 100%. Je vais expliquer. Regarde. Il y a un Cohen ici? Il y a un Lévi. C'est qui est Lévi ici? Chez Lévi? Tu es sûr? Bon. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a un Lévi qui est sorti du Shevet Issachar? Non. Non. D'accord. Tous les Lévis, c'est les enfants de qui? De Lévi. Donc, quand tu prends un Lévi, tu prends un autre Lévi. Est-ce qu'il y a un Lévi qui est plus Meyouchas, qui a plus de... C'est Meyouchous? Le lien. Non. Ah, sympa, si vous ne connaissez pas, c'est un problème. Yichous. Le Yichous, on va dire blason familial. C'est-à-dire que quelqu'un qui a en fait, il a du bonne famille. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le Yichous, la bonne famille. D'accord? Maintenant dis-moi, il y a une différence entre un Lévi et un autre? C'est tous les mêmes. Et il y a une différence entre un Cohen et un autre? C'est pas vrai. Il y a une différence entre un Cohen qui dit je suis descendant du Char, du Rav Shabtai à Cohen. Le Char, il y a 400 ans, est un très 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 grand décisionnaire. Il y a très peu de Kohanim aujourd'hui. Il y en a quelques-uns qui ont l'arbre généalogique jusqu'au Char. Non. Pourquoi? Pourquoi il a envoyé?
C'est un arbre généalogique du Shkoshar. Et alors, tous les Kohanim, ils sont descendants de Abraham, de Aaron. Une autre question. Quelqu'un qui vous dit, je suis descendant de David Améler. Très bien. Et qu'est-ce que vous pouvez répondre? Je suis descendant d'Abraham. Pourquoi ça ne lui fait rien? Ouais. Et alors, qui est plus grand, Abraham ou David? Abraham. Alors, lui il a les deux. Très bien, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence? Si je vous dis, voilà, mon père, c'est un grand rat. Mon grand-père, un grand rat. Mon grand-père, un grand rat. Ils sont tous là, logique comme ça, tac, 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 tac. Moi aussi, je pense. Tu peux dire, et mon arrière, hein, avant. Et toi, qu'est-ce que tu. Alors pourquoi c'est oui important le blason familial? Parce que t'as la continuité d'une certaine. C'est le trou de nos pères. L'héritage. Ça montre C'est plus de srout. pour montrer qui on est. C'est pas le truc. Pas montrer qui on est. Du potentiel. La question rapportée à écouter la chose suivante. On est tous descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. On est tous descendants aussi d'Adam Arishon. Mais la question elle n'est pas là. Qu'on soit descendant, par le sang, on est descendant. Il n'y a pas de problème. La question, à quel point nous, on va dire qu'on se sent concernés par nos ascendants. À quel point nous, on se sent liés à nos ascendants. Comment un homme se sent lié à ses ascendants? Quand il commence par lui et qu'il va en arrière. Que tu dises qu'on est tous enfants d'Abraham, c'est vrai, c'est bien, mais comment moi je me sens lié personnellement avec Abraham? Si tu me dis, voilà, tu es le fils d'un tel, 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 fils d'Abraham. Comment je sens les choses? Ah, je suis le fils d'Abraham. Et toi aussi tu es fils d'Abraham, la même chose. Quelle différence entre celui qui sait ça et celui qui ne sait pas ça? Je regarde mon passé. À quel point il se sent véritablement concerné personnellement. Personnellement. D'accord? Alors finalement, on va dire, dans cette alliance des pères, qui c'est qui est le plus important? C'est quoi le maillon le plus important? C'est toujours le dernier maillon. Pourquoi le dernier maillon c'est le plus important? Parce que c'est lui qui me relie. Sans ce maillon-là, je ne sais pas où c'est. Comment je fais pour me lier? Comment je fais pour me lier? Si j'ai pas ce maillon, alors finalement, qu'est-ce que je me retrouve? Un peu, on va dire, un peu perdu, un peu, on va dire, esselé. C'est vrai, je le sais théoriquement que je suis fils d'eux. Mais, est-ce que je le ressens intimement? Non. Pourquoi je ne le ressens pas? Parce que ça reste une, on va dire, connaissance théorique. À partir du moment où je connais mon ascendance, qu'est-ce qui se passe? Ça devient du vécu. Je connais mon père, qui connaît son père, etc. D'accord? Je vais vous raconter une histoire pour vraiment comprendre cette notion-là. Ce point-là, il est extrêmement important. À savoir, relier nos enfants à nos parents. C'est-à-dire, par exemple, un exemple. Quelqu'un a un enfant, comment il appelle son enfant? John. John. Alors, c'est qui John? John Fitzgerald Kennedy. Donc, l'enfant, comment il grandit? Pourquoi on t'appelle John? John Kennedy. Il y en a un autre, comment tu t'appelles? Marlowe. Marlowe? Oui, c'est le nom de mon grand-père. Ah! Bon. C'est qui va grandir comme un meilleur juif? Marlowe. Évidemment, il y a toujours là, comment ça s'appelle, la Bechira, comment ça s'appelle, le livre arbitre, etc. Mais c'est qui, à qui les parents ont donné, on va dire, le plus d'outils pour être un meilleur juif? Celui qui l'a appelé Marlowe. Maintenant, Marlowe, il va s'en prendre toute sa jeunesse, on va se moquer de lui. C'est vrai, il va vouloir 10 fois changer son nom. Mais il y a un moment ou un autre, qu'est-ce qu'il va se dire? Mais ce Marlowe-là, c'est qui? Ah, c'est mon grand-père. C'est qui ce grand-père? Alors, il va chercher, c'est qui ce grand-père? Et qu'est-ce qu'il va savoir? Bon, ce grand-père, il a une histoire. Ce grand-père qui a une histoire, ça va lier à quoi? À l'histoire du père du grand-père. Et du père du grand-père, etc. Mais qu'est-ce qu'il va faire en fait? Qu'est-ce que ce jeune-là, il va ressentir? À quel point il est lié
à toute cette échelle, à toute cette famille de laquelle il vient. Quand tu l'as appelé John, qu'est-ce que tu l'as dit en fait? Ben, tu es né dans une île déserte, tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, pas de grand-père, pas de grand-mère, tu es John. J'ai le nom de John. Okay? Je veux simplement faire passer le message. Vous comprenez? C'est-à-dire que, en tant que parent, je peux ou lier mes enfants à leur ascendance, ou bien leur donner la sensation qu'eux, ils commencent tout à zéro et qu'ils n'ont rien, ils n'ont aucun lien avec leur ascendant. Par exemple, d'accord, on va donner le nom. On va donner le nom. On va dire aux parents, aux grands-parents, c'est-à-dire on va dire à tes parents, ton fils vient de la bar mitzvah, tu lui dis papa, je t'en prie, va acheter le sidour à mon fils. Écris-lui une aldécha dans le sidour. Pourquoi? Je veux qu'il ait un sidour de son grand-père. Pourquoi c'est important qu'il ait un sidour de son grand-père? Parce que si son grand-père lui a donné le sidour pour prier, ça lui fait autre chose que s'il a reçu un sidour du Khazan du Beth Knesset, ou bien de son copain qui est venu jouer avec. C'est pas la même chose. Le sidour qu'il a reçu de son grand-père, c'est quoi? Finalement, maintenant, la tfila, elle a aussi une valeur sentimentale. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Quand je l'ai lié à son ascendance, je l'ai lié en fait à toutes les générations qui viennent avant. Alors je vais vous raconter une histoire. J'étais une fois, il y a ça des années, quand l'époque de Gush Katif, c'était le renvoi des Juifs de Gush Katif. Alors il y avait un mifsa qui s'appelait Pani Ben Pani. Donc connaître des Juifs qu'on n'avait jamais rencontrés. Bon, une fois je suis tombé sur un Juif, c'était un jeune Juif de 17 ans, d'accord, on va dire complètement assimilé. Bon, il n'avait pas la Brit Mila, il était avec une Koya, etc. Bon, une seule histoire. En Israël. Juif sans Brit Mila. Et bon, et on commence à parler. Etc. Et à un moment ou l'autre, on arrive à parler des Juifs Chavedim. Il dit, ouais, je supporte pas ces redingotes, elles sont noires, elles sont longues, etc. C'est pas beau, etc. Et moi, je sais pas pourquoi, mais je l'ai sorti. Tu sais que ton arrière-grand-père, il avait été habillé comme ça. Alors moi, j'ai vidé dans le mille, quoi. Je me suis dit, c'est un russe, son arrière-grand-père, il est habillé comme ça. Elle me dit, je ne crois pas, impossible, etc. Je lui dis, bah, demande. Il appelle sa mère. Il dit, maman, t'as des photos de mon arrière-grand-père? Je dis, oui. Elle lui sort l'album de famille. Un vieil album comme ça, puis elle vient avec la, comment ça s'appelle, la poussière et tout. Bon, comme ça, elle lui sort la photo. Et c'est quoi la photo? La haute à gauche, le chapeau, en plein steak en Russie. Alors, je ne peux pas vous dire, le bonhomme, quel choc il a eu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je dis, tu sais, Staline, il n'a pas fait que, comme ça fait que voler l'argent des Juifs. Il leur a volé leur héritage. Il vous a volé votre histoire. Il a gagné 2 fois. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à parler de judaïsme de façon plus sérieuse. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qu'il a compris ce juif? C'est quoi le problème de ce juif? Il est fils d'Abraham, Isaac et Jacob? Il est fils d'Abraham, Isaac et Jacob? Oui. Mais comment c'était pour lui, fils d'Abraham, Isaac et Jacob? Comme ça fait, c'est quelque chose d'amorphe comme ça. Puis soudainement, il voit que son arrière-grand-père, il est habillé comme un chassid. Qu'est-ce que ça lui fait? Il dit, ah non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a coupé. On m'a coupé. J'ai été coupé de mon héritage. Si je ne sais pas comment mon grand-père il avait, de quoi il avait l'air, et comment il se comportait, alors on m'a volé mon histoire. Et c'est quoi en fait ce qui s'est passé? Ce que nous dit la Torah. Bezachar dit quoi? Et Beriti, Yaakov. On commence par comment on commence son histoire? On commence par regarder de nous comment nous, personnellement, nous sommes liés à ce qui s'est passé avant. Chacun d'entre nous, il doit rechercher dans sa famille, son père, son grand-père, sa grand-mère, son grand-père, etc. Quel point qui va le relier, qui va le relier de façon, on va dire, ferme à, comment ça s'appelle, Abraham, Yitzhak et Jacob. Dans mon salon, j'ai une photo de mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père. Alors j'ai un fils que j'ai appelé sur le nom de mon arrière-grand-père. Donc pour lui, c'est son arrière-grand-père. Bon, des fois, tu grabuges, tu vois, il te regarde. J'ai rien de plus à dire. Regarde, c'est ton nom, tu as appelé sur son nom, il te regarde.
Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez compris? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je l'ai appelé au nom de mon arrière-grand-père, qu'est-ce qui s'est passé, ce fils? Et bien maintenant, il est lié, il sent un certain lien avec ce personnage. Bon, ce personnage, j'ai pas choisi n'importe qui, choisi un arabe, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Non, il est pas arabe. Mon fils, il est pas arabe. C'est un petit, il fait plein de 400 coups. Mais, ce que je veux te dire, c'est qu'il sent un certain lien. D'accord? Alors, on fait ça comment? Par le nom, par l'histoire. On fait passer un sidour, on fait passer une gemara, quelque chose qui en fait nous relie aux générations d'avant. Et quand on va voir un autre juif, et c'est là le point important, quand on va voir un autre juif, c'est toujours le point à accentuer. Il n'y a pas de juif qui n'a pas de racines. Tous les juifs, ils ont des racines. Seulement, malheureusement, il y a beaucoup de juifs qui ne connaissent pas leurs racines. Il y a beaucoup de juifs qui, quand ils sont nés, on ne leur a pas raconté pour de vrai qui sont leurs descendants. Il y a beaucoup de juifs qui n'ont jamais entendu parler de leur arrière-grand-père. Jamais. Et s'ils avaient entendu parler de leur arrière-grand-père, eh bien, ils se seraient rendus compte qu'on leur a volé leur histoire. J'ai entendu une fois quelque chose d'extraordinaire, du Rav Shlomo Toledano. Et j'ai un cousin qui a fait l'ascendance de la famille. D'accord? Il a trouvé, bon, il y avait plein de belles choses, etc. Bon, il a envoyé ça au Rav Shlomo Toledano pour donner, comme ça s'appelle, une approbation sur le livre. Alors, Shlomo Toledano, il lui répond à son cousin, il lui dit, tu sais, bon, t'es descendant de David Améler ou de je sais pas quoi, tous les juifs sont descendants de David Améler. Il dit, pourquoi? Il dit, regarde, tous les juifs aujourd'hui, c'est qui? C'est les rescapés. Les juifs, pendant 2000 ans d'exil, ils ont été persécutés. Ils sont montés sur le bûcher. Ils ont été torturés. On les a menacés. On les a frappés. Tout ça pourquoi? Pour ceux qui se convertissent ou au christianisme ou à l'islam. Maintenant, dis-moi, c'est qui les juifs qui sont restés? C'est qui les juifs qui ont tenu le coup? C'est forcément les juifs avec le plus de racines. Donc les juifs qui sont aujourd'hui, après 2000 ans d'exil, c'est qui? C'est forcément les juifs qui ont le plus de racines. Donc il dit, donc il ne faut pas s'étonner que tous les juifs que tu vas trouver aujourd'hui, si tu fouilles un peu, tu vas toujours trouver quelqu'un de grand. Parce que finalement, nous sommes, on va dire, des rescapés. C'est important de faire se passer ce message à nos enfants. Que si pendant 2000 ans, nos pères et nos grands-pères et nos arrière-grands-pères ont fait tellement d'efforts pour garder le judaïsme, est-ce que c'est eux qui vont couper, ça s'appelle, la chaîne? Ou bien est-ce que eux ils vont ajouter leur maillon? Et nous revenons à l'idée que nous avons vue. En fait, le maillon, comment il se forme? Pas de haut en bas, mais de bas en haut. C'est pour ça qu'on commence par Yaakov. Sans Yaakov, Abraham, il n'a aucune signification. Si je ne sais pas comment moi je suis lié, alors Abraham, finalement, c'est comme s'il était brûlé dans la fournaise ardente. Il n'a plus aucune signification pour moi. Pour que Abraham ait une signification pour moi, il faut d'abord que mon grand-père, mon arrière-grand-père aient une signification pour moi. Pour ça, il faut que je les connaisse, pour ça, il faut que j'étudie, pour ça, il faut que je me rapproche de mes sources.